Oui, bonsoir tout le monde. Très content d'être avec vous en ce froid lundi 2 novembre. On commence donc la séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Je déclare donc la séance ouverte. Et avant d'adopter l'ordre du jour, je me présente, Pierre Lessard-Blais, je suis le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et en ce moment, les membres du conseil assistent à cette séance par vidéoconférence afin de respecter les consignes de distanciation sociale telles que nous le demande l'arrêté ministériel du 26 avril 2020 du gouvernement du Québec. J'invite donc les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter dans l'ordre habituel. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir aux collègues. Karine Boisverrois, conseillère du district de Louis-Riel. Bonsoir tout le monde. Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère du district de Maisonneuve-Longue-Pointe. Bonsoir tout le monde. Dina Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir tout le monde. Éric Allen Caldwell, conseiller municipal d'Hochelaga. Bonsoir tout le monde. Suzy Miron, conseillère dans le district de Tétroville. Merci beaucoup. Donc, nous avons aussi avec nous les directeurs de l'arrondissement ainsi que du personnel administratif. Il s'agit de M. Serge Villandré, directeur d'arrondissement, Pierre-Paul Savignac, directeur à l'aménagement urbain et services aux entreprises, Mme Caroline Saint-Laurent, directrice aux travaux publics, et Mme Patricia Plante, directrice à la culture, sport, loisirs et développement social. Nous avons aussi Mme Constance Lauzon des communications et du bureau des élus. Nous avons Mme Marie de Pelletot-Paquette, Laurent Richer-Beaulieu, Catherine Barbeau, Mathieu Labelle et Geneviève Guérin. On peut donc débuter avec les points inscrits à l'ordre du jour, soit 10.02, adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose d'adopter l'ordre du jour appuyé par Mme Lavigne-Lalonde. On passe donc au point 10.03, soit la déclaration des élus. Je passe donc la parole à Mme Boisvinroy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, quelques déclarations ce soir. J'aimerais commencer en offrant mes condoléances aux familles des victimes dans le Vieux-Québec, Monsieur François Duchesne et Madame Suzanne Clermont. Ça s'est adonné que Madame Clermont était une de mes voisines lorsque j'habitais à Québec sur la rue des Remparts pendant 3 ans. Alors, ça fait toujours drôle quand on apprend des choses comme ça. Et évidemment, donc j'offre mes condoléances, évidemment, les plus sincères aux familles, mais également un prompt rétablissement aux 5 personnes. Et puis, les derniers jours ont donné place à toutes sortes de discussions là, dans les médias au niveau de la santé mentale. Et évidemment, ça fait aussi couler beaucoup d'encre depuis le début de la pandémie. Je pense que ça a été une préoccupation qui est là depuis le début de la pandémie, les impacts de la pandémie sur la santé mentale. Et on se souviendra, le Devoir avait sorti quelques chiffres le 30 septembre dernier avec une enquête qui avait été faite par l'Université de Sherbrooke, dans lequel on nous disait qu'un adulte sur 5 avait des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété généralisé ou une dépression majeure, dans les 2 journées qui ont précédé les enquêtes, ou les 2 semaines peut-être qui ont précédé les enquêtes également. On constatait que la situation était détériorisée davantage dans les zones urbaines, alors que c'était 1 personne sur 4 qui ressentait de tels symptômes. Et à l'intérieur de ces chiffres qui ne sont pas faciles à entendre, il y avait la préoccupation des jeunes de 18 à 24 ans, dans lesquels on constatait dans l'enquête qu'une personne sur 3 rapportait des symptômes anxieux ou dépressifs. Alors évidemment, ce qu'on peut se dire de ça, c'est que je pense qu'on doit poursuivre nos efforts collectifs. On voit les différents paliers de gouvernement multiplier les efforts, et dans la société civile aussi, je pense qu'on doit avoir un filet de sécurité qui est de plus en plus large, que ce soit les enseignants, les voisins, les amis et tous les gens qui offrent des services. Et dans cette foulée-là, Monsieur le maire, j'aimerais tout particulièrement remercier Mme Plante, Patricia Plante chez nous, et la direction
de la culture, des sports et des loisirs et du développement social. Je pense que bien que les dossiers sont regroupés ce soir, les dossiers 2002 à 2017, puisque ça touche les différentes conventions qui ont été modifiées par rapport aux projets initiaux des organismes dans le contexte de la pandémie. Évidemment, ce sont des dossiers qui sont fort importants, puisque autant notre direction que tous les organismes communautaires sur notre territoire ont dû s'adapter de manière assez exceptionnelle à la pandémie qui elle-même l'est tout autant, puisque finalement, la pandémie a un impact direct sur les activités qui étaient proposées par les organismes responsables d'offrir et de développer un service de loisirs pour nos citoyens. Évidemment, la santé mentale passe aussi par ça, par les services de loisirs. C'est une manière de garder la tête en dehors de l'eau. Il n'y a personne qui est à l'abri d'avoir des moments de découragement ou de solitude ou d'isolement. Alors, évidemment, on est là pour pouvoir aider. Et les organismes ont travaillé très fort pour pouvoir offrir leurs projets modifiés, qui, bien sûr, sont toujours liés à la mission des organismes qui respectent les directives de la santé régionale, de la santé publique, et qui ont été soumis, comme on le sait, là, pour approbation au CCMU, qui, pour les citoyens, est le Centre de coordination des mesures d'urgence. Alors, par exemple, dans tous ces dossiers, il y en a un particulièrement qui est dans Louis Riel, donc l'organisme, le projet Harmonie, qui a un impact fort important chez nous, dans la communauté de Louis Riel, mais même qui dépasse le rayonnement du district. Et le projet Harmonie a su s'adapter en offrant autant des activités de remplacement en présentiel que des activités de remplacement en virtuel. Donc, on pense entre autres à des activités de outreach avec la présence de l'équipe du projet Harmonie sur le terrain. Ils ont fait 32 activités, des activités pour briser l'isolement. Ils ont fait 12 activités, 24 activités en animation de littératie, également des activités d'animation dans les jardins, donc 6 activités. Et pour ce qui est des activités Oui, on dirait, Madame Roy, qu'on a... On fait 142 activités par jour. Est-ce que vous m'entendez toujours, Monsieur le maire? Oui, il y a un petit décalement d'une dizaine de secondes. Et là, ça dépasse un peu la dizaine de secondes. Madame Boivin-Roy, on va continuer les joies du live, comme disent les journalistes. Madame Roy, je vais vous laisser peut-être essayer de... Et la Maison des jeunes... OK. Madame Boivin-Roy, je vais vous laisser... Est-ce que là, vous m'entendez, Monsieur le maire? C'est très difficile, c'est très ardu. Écoutez, on va continuer le tour de table de déclaration des élus. Je vous laisserai terminer ensuite. Peut-être, si vous pouvez voir s'il y a des ajustements techniques à faire sur votre ordinateur, mais là, on vous entend très mal. Donc, on vous revient rapidement après les autres déclarations. Merci. Je laisse donc la parole à Mme Laurence Lavigne-Lalonde. Merci, Monsieur le maire. Je veux d'emblée remercier Mme Boivin-Roy pour ses mots justes. Les enjeux de santé mentale, ça peut toucher des proches, ça peut nous toucher. Et je crois qu'on n'en parle pas assez de façon ouverte et franche. Donc, je la remercie pour ses bons mots et je tiens aussi à offrir mes sympathies et prompt rétablissement aux gens qui ont été touchés par ce qui s'est passé à Québec. Je vais vous parler... brièvement d'un autre sujet qui nous tient vraiment à cœur dans l'arrondissement. Vous en avez probablement entendu parler. La création de l'instance de concertation Assomption Sud, Longue-Pointe. Je fais un petit rappel historique, somme toute assez bref. Il y a eu en 2014-2015 là, un projet qui s'appelait à l'époque Cité de la logistique qui voulait transformer le secteur industriel là, à l'est de la voie ferrée, à l'est du quartier Maisonneuve, donc l'ancienne Canadian Steel Foundry et tous ces terrains-là, qui voulaient en faire ce qui était appelé une cité de la logistique. Il y a eu une grande mobilisation citoyenne, une grande mobilisation de certains élus qui sont ici aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une vision de ce secteur-là qui soit ancré dans la transition écologique, dans le respect des citoyens qui habitent autour, qui viendraient
vraiment améliorer la qualité de vie, gérer les nuisances déjà associées à ce secteur industriel. Et on a développé donc avec l'arrivée en poste de M. Lessard-Blais, de la mairesse de Montréal, tout ça, on a revu ce projet-là, on a créé une vision pour ce qu'on appelle l'écoparc industriel de la Grande Prairie, vision qui a été mise en consultation à l'Office de consultation publique de Montréal. Il y a eu une grande mobilisation citoyenne pour cette consultation-là. C'était une demande des citoyens de faire une consultation sur le développement de ce secteur-là. Et une des recommandations qu'il y avait dans le rapport de l'OCPM, c'était de mettre sur pied une instance de concertation, un lieu d'échange entre tous les acteurs de ce vaste secteur-là, pour justement qu'on puisse échanger, travailler ensemble à développer la vision qu'on avait mis en consultation à l'OCPM, s'assurer justement qu'on puisse recréer un lien de confiance entre les différents acteurs, les citoyens, les élus, et qu'on travaille tous ensemble à vraiment faire en sorte que cette vision atterrisse concrètement sur le terrain. Donc, comme je le disais, une vision vraiment ancrée plus sur la cohabitation harmonieuse, la gestion des nuisances, idéalement la diminution des nuisances associées à ces terrains, la protection de la biodiversité, etc. Et on a annoncé donc la semaine dernière, finalement, que cette instance allait voir le jour. Ça nous a pris un certain temps à répondre à cette recommandation de l'OCPM parce qu'on voulait trouver une structure qui répondait aux enjeux, à l'ambition des citoyens et organismes aussi du secteur. Et le 5 novembre, donc jeudi, si je ne me trompe pas, il y aura donc une première séance d'information sur cette instance de concertation qui va être menée par l'INM qui nous accompagne là-dedans, mais le comité de milieu, l'endroit où les citoyens vont pouvoir s'exprimer, ça va être l'idée, en mauvais français, par la table de quartier Mercier-Ouest, quartier en santé. Et donc, cette séance d'information s'adresse à l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui sont interpellés, préoccupés, enthousiasmés, s'il y en a qui le sont. On espère qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont enthousiasmés par la vision qu'on a proposée. Mais donc, je vous invite en grand nombre à participer à cette séance d'information qui vous donnera justement tous les outils pour vous engager davantage suite à ça sur cette instance-là pour pouvoir contribuer à la mise sur pied d'une vision rassembleuse, d'une vision ancrée dans le 21e siècle, ancrée vers vraiment une vision plus d'avenir, justement, où on vient s'assurer de cohabiter harmonieusement dans ce secteur au passé industriel lourd. Donc, le 5 novembre à 19h, si je ne me trompe pas, vous pouvez vous y joindre bien évidemment de manière virtuelle. On repartagera les informations, mais sinon, vous pouvez aller sur le site de Réalisons Montréal pour toutes les informations sur cette séance-là. On espère vraiment vous y voir en grand nombre. C'est un projet vraiment important, vraiment porteur pour l'avenir de l'arrondissement. Donc, on vous invite tous et toutes à participer à cette séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. Maintenant, je repasse la parole à la conseillère de Louriel, Mme Boisvin-Roy. Merci, Monsieur le maire. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Je suis soulagée parce qu'il y a une autre date bien importante à mettre dans l'agenda, le 22 novembre. Alors, habituellement, dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance et de la grande semaine des tout-petits, la bibliothèque L'Angelier et Mercier-Ouest quartier en santé organisent l'événement Tout petit livre en fête. Alors, c'est le salon du livre pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. Évidemment, on comprend que cette année, les organisateurs ont dû s'adapter et ils nous offrent dimanche, le 22 novembre, dès 9h le matin, un atelier culinaire en ligne pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de parents. Alors, il ne faut pas sous-estimer que les talents peuvent se révéler à un très jeune âge. Alors, entre 2 et 5 ans, déjà, on peut voir des signes de chef à venir. Évidemment, le choix de l'atelier met de l'avant le droit à une alimentation saine et nutritive. Donc, ce sont les articles 24 et 27 de la Charte des droits de l'enfant. Et pour la première fois, donc, c'est une initiative élargie, un événement pan-arrondissement qui a été créé. Les 4 bibliothèques, Hochelaga, Mercier, L'Angelier, Maisonneuve, ainsi que les 2 maisons de la culture, Sally à MOQS, SME et l'École et les Arts pour proposer
cet événement du 22 novembre. Alors, la promotion d'événements va circuler sur les réseaux sociaux, dans les organismes et dans les écoles. Évidemment, la journée même, ce sera disponible en Facebook Live sur les pages des bibliothèques et des organismes. Et il y aura pour l'occasion aussi une distribution de 50 trousses d'ingrédients pour réaliser la fameuse recette dans le quartier. Alors, les citoyens n'ont qu'à s'inscrire. Les 50 trousses sont réservées évidemment aux premières personnes qui vont s'inscrire. Ils vont recevoir les modalités pour passer, récupérer les trousses dans les bibliothèques, pourront même, par l'occasion, faire des prêts de livres. Et même si le quota de distribution est atteint, les familles inscrites vont pouvoir participer à l'événement. Elles pourront se procurer les ingrédients par elles-mêmes, mais la fameuse recette sera envoyée par EmoQS et ses alliés. Alors, bon atelier culinaire à tous le 22 novembre prochain. Merci, Monsieur le maire. Merci, Mme Boivin-Roy. Il ne faut jamais sous-estimer le fait que des enfants qui savent cuisiner, c'est des parents qui dorment plus longtemps la fin de semaine. Donc, on s'inscrit en grand nombre. De mon côté, je souhaite souligner tous les efforts qui sont mis encore une fois pour lutter contre la propagation du COVID-19, ou plutôt de la COVID-19. On me dit tout le temps que je me trompe. Donc, on continue avec un confinement malheureux, complet ou partiel de certaines activités. On est toujours en train de se coller à la santé publique pour voir qu'est-ce qu'on peut ouvrir et qu'est-ce qu'on peut ce qu'on peut malheureusement pas ouvrir. Heureusement, les bibliothèques continuent à offrir un service de prêt sans contact. C'est un service qui fonctionne très bien. Nos bibliothécaires sont là au rendez-vous et sont très contents et contentes d'offrir ce service-là aux citoyens. Et dans nos installations sportives, nous avons entre autres dans nos arénas le patin libre qui est toujours possible. La ringuette libre qui connaît un certain succès et bref et dans nos bien sûr dans nos piscines les bains libres sont toujours offerts. Bref, dès qu'on peut offrir des services aux citoyens dans le cadre de la COVID, eh bien, on le fait et vous pouvez contacter soit le 31, soit aller voir sur notre site web de l'arrondissement pour voir notre programmation. On a annoncé dernièrement, la semaine dernière, le plan hivernal de la Ville de Montréal en itinérance. Nous allons, en collaboration avec le gouvernement du Québec, transformer l'hôtel Place du Puy en refuge hivernal pour sans-abri jusqu'au 1er avril 2021. Donc, c'est 380 lits qui vont être accessibles à tous où les animaux seront aussi permis. Et plus localement, ce plan-là se décline dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en ajoutant une unité de débordement de 40 lits, une halte chaleur d'une quinzaine qui peut accueillir une quinzaine de personnes à la fois, une brigade de cohabitation autour du YMCA Hochelaga-Maisonneuve parce qu'on sait que la cohabitation n'est pas toujours facile et un service de navette pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance puissent avoir accès le plus aisément possible aux différentes ressources une fois le soir venu et lorsqu'ils ont besoin de se déplacer d'une place à l'autre. Donc, on est très content d'avoir annoncé ce plan hivernal en itinérance, même si on est conscient qu'il y aura toujours des besoins. On souhaite être le plus actif possible dans ce domaine. Madame Laurence Lavigne-Lalonde souligner entre autres là, l'invitation aux citoyens sur le comité de concertation Assomption Sud et Longue-Pointe. C'est une grande avancée pour le secteur. Et en plus de ça, dernièrement, on a annoncé là, le lien piétonnier-Verdi entre les rues Beauclerc et Tellier en collaboration avec l'entreprise UAP. Et bref, il y a plusieurs. On a annoncé aussi la révision du scénario de raccordement du boulevard Assomption-Souligny pour retirer la boucle, ce qui va limiter l'empiètement dans la friche. Bref, on avance dans le secteur et la rencontre que Laurence Lavigne-Lalonde vous invite est très importante dans tous ces développements. Sur ce, merci infiniment à tous les citoyens qui sont avec nous et on continue les déclarations des élus avec M. Eric Allen Caldwell.
Merci, Monsieur le maire. Une brève déclaration, juste pour porter à votre attention un point à l'ordre du jour, le 20.01. On vient ratifier un engagement qui avait déjà été pris et annoncé par Monsieur le maire, c'est-à-dire une contribution supplémentaire dans cette formidable campagne de sociofinancement qu'il y a eu dans le quartier. Je rappelle, c'est une campagne de sociofinancement qui a été faite avec la SDC Hochelaga, l'Association des commerçants d'Hochelaga et l'Association des commerçants de Tétroville. Donc, c'est une campagne à l'échelle du quartier où c'était un modèle gagnant, gagnant, gagnant pour les commerçants locaux, pour les organismes communautaires affectés avec plein de besoins en période de COVID et pour les citoyens qui pouvaient justement encourager leurs organismes communautaires, leurs commerçants locaux et faire de bons achats dans le quartier, dans une dynamique d'économie locale. Alors, encore là, les caisses des jardins du quartier étaient au rendez-vous, les citoyens ont été au rendez-vous, l'Association des commerçants de Tétroville, l'SDHC Hochelaga était au rendez-vous, et bien sûr, l'arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve, mais surtout, les citoyens étaient au rendez-vous. Ils en ont grandement profité. Alors, on a cette histoire dans le quartier de ces gestes de solidarité entre nous, justement, et en voilà encore une fois un bel exemple. Merci à tous pour leur participation. Merci, M. Caldwell. La parole va maintenant à la conseillère de Tétroville, Mme Suzy Miron. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, moi, je voulais vous parler de 2 points à l'ordre du jour. En fait, le point 40-12, donc un beau projet qui s'en vient sur la rue Sherbrooke. On sait, il y avait un terrain qui était en friche entre la rue Jacques-Porlier et le CLSC Mercier-Anjou, qui devait être la continuité de la rue du Chêneau. Et il y a quelques années, le promoteur avait vendu ce terrain parce qu'il avait été décidé, en fait, que la rue ne déboucherait pas sur la rue Sherbrooke. Donc, ça va rendre au moins 91 ménages heureux, puisqu'il y aura 91 unités de logement qui seront bâties à cet endroit-là. Et c'est un beau projet, en fait, avec toiture blanche, et il y aura même une portion du terrain du toit en terrasse avec végétaux et un taux de verdissement de plus de 23 %. Donc, un très beau projet qui s'en vient. C'est du logement social pour les personnes ayant besoin d'aide et d'assistance. Donc, c'est une excellente nouvelle pour notre quartier. Ensuite, je voulais vous parler d'un arrêt qu'on va implanter au coin de la rue Joffre et de Souligny. C'est situé, en fait, c'est pour un peu ralentir la vitesse et sécuriser d'autant plus l'avenue Souligny entre la rue Pierre-Bernard et la rue des Ormeaux. Il n'y avait pas d'arrêt et ça faisait quand même un long tronçon là, où il était possible de prendre un peu trop de vitesse. Donc, ça sécurisera encore plus le rêve, notamment la piste cyclable le long de la rue Souligny. Et enfin, je voulais vous dire un petit mot à propos du curé Barry que plusieurs connaissent dans Merciès. C'est le curé qui est ici dans la paroisse. En fait, il s'occupe des 3-4 paroisses de Merciès depuis 26 ans. Et il prend une semi-retraite, en fait. Il passe le flambeau. Comme il dit lui-même, il donne au suivant. Alors, ce sera M. Éric Amaoumi qui va prendre la relève. Il est déjà là comme vicaire temporaire, mais là, il va prendre... En fait, c'est depuis octobre qu'il a commencé à prendre vraiment les rênes de toutes les paroisses de Merciès. Donc, le père Barry va rester quand même comme vicaire, malgré ses 75 ans. Et comme il est très en forme, il va continuer de s'impliquer dans le milieu communautaire. Il est très impliqué d'ailleurs au comptoir de la Saint-Vincent-de-Paul à l'église Saint-François d'Assise. Alors voilà, on va souhaiter une belle pré-retraite, on va dire ça comme ça, à monsieur le curé. Et on va sûrement le recroiser avec grand bonheur dans les prochaines semaines, malgré tout, parce qu'il va rester dans le quartier. Merci. Merci beaucoup, Madame Miron. On peut donc passer aux points 10.04 et 10.05, soit les périodes de questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et d'ordre général. Et comme il est maintenant notre habitude, les questions seront lues par M. Serge Villandry, directeur d'arrondissement. M. Villandry, la parole est à vous. Merci, bonne soirée. Donc, une première question de M. Roger Harvey. Depuis le réaménagement de la rue de Marseille et l'implantation de pistes cyclables, vous avez mis en place sur la rue de Marseille, côté nord, entre les rues Arcan et Aigues,
Une interdiction d'arrêt qui implique aussi une interdiction de stationner. Plusieurs de nos clients et locataires ont reçu des amendes. Côté sud de la rue de Marseille, les stationnements sont limités en temps. Il est donc impossible pour nos locataires et nos clients de moyenne durée de stationner à proximité de nos commerces et logements. Bien que la configuration de la rue et de la piste cyclable soit identique côté sud et côté nord, qu'il n'y a aucune problématique de permettre le stationnement côté nord comme cela est permis côté sud, qu'il n'y a pas de problème de sécurité, je demande des explications à la mise en place de cette interdiction de stationnement implicite et je demande de modifier la signalisation afin de permettre à nouveau la possibilité de stationner sur le côté nord de la rue de Marseille. Oui, merci beaucoup, Monsieur Harvey, pour votre question. En fait, dans le secteur dont vous parlez, là, sur de Marseille, entre Dixon et Viau, la largeur de la rue ne nous permet pas de garder à la fois le stationnement des deux côtés et aussi le double sens. Donc, on est conscient que ça peut créer certains enjeux pour vous. Ça va nous faire plaisir de nous pencher sur la question spécifiquement et vous revenir là, dans les 2 prochaines semaines par courriel pour voir est-ce qu'il y a des manières d'optimiser la situation, pour voir s'il n'y a pas des manières de rendre les choses plus simples pour votre secteur. Mais donc, malheureusement, là, un des deux côtés de la rue est interdit au stationnement et la signalisation est installée, elle est claire. Donc, malheureusement, je comprends qu'il va y avoir quand même des pertes de stationnement dans le secteur. Donc, on va vous revenir dans les 2 prochaines semaines. Merci beaucoup, M. Harvey. Donc, une prochaine question de Mme Julie Paquin. J'aimerais savoir quelle est la procédure suivie lorsqu'un animal domestique mort est retrouvé par un citoyen et que l'arrondissement en est avisé. Comment s'effectue la collecte et la disposition du cadavre? Vu que la micropuce est maintenant obligatoire, est-ce qu'une vérification est faite pour savoir si l'animal a une micropuce et, le cas échéant, informer son propriétaire de son décès? Merci beaucoup, Madame Paquin, pour cette question. Écoutez, c'est tellement unique comme question, j'ai jamais étudié j'ai jamais eu de détails sur cette question-là. Je vais voir si notre directrice aux travaux publics, Madame Saint-Laurent, a pu trouver des réponses. Madame Saint-Laurent? Oui, bonsoir. Alors, effectivement, c'est une situation qui est assez particulière, mais qui arrive plutôt régulièrement. Donc, lorsqu'un animal mort est rapporté par l'entremise du 311, c'est un appel qui est logé rapidement sur les ondes radio. Donc, nos équipes sont dirigées vers l'animal pour le récupérer le plus rapidement possible. Et ils le font dans les circonstances avec le plus de considération possible. Malheureusement, au moment où on se parle, on n'est pas capable d'identifier l'animal. On n'a pas le système ou le scan pour pouvoir traiter la micropuce qui a été installée sur le dit animal. Initialement, ce système-là était fait pour les animaux qui étaient retrouvés vivants. Donc, mais nous, dans les circonstances, là, je sais qu'il y a un projet qui se trame quelque part à la ville où on pourrait participer au projet pour pouvoir avoir accès à ce scan-là puis éventuellement identifier les animaux afin d'en aviser les propriétaires, évidemment. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en place là, ou du moins réfléchi avec notre équipe. Donc, merci beaucoup, Madame Saint-Laurent, pour cette réponse. J'espère qu'elle vous convient, Madame Paquin. On peut donc passer à la question de Monsieur Tremblay. Donc, une question qui porte sur le point 40.16 de l'ordre du jour. Donc, pour le projet PP27-0290, comment peut-on demander une dérogation à des règles de base à des citoyens quand ces mêmes citoyens voisins ont dû suivre les règles et n'ont jamais eu la même possibilité quand ils ont fait des travaux sur leur maison? Jamais on m'a dit ou suggéré une dérogation et pour 3 pouces lors de ma prise de permis en 2002. Et là, on a demandé une dérogation pour 3 mètres. Le projet indique de miser sur la qualité de vie des futurs occupants, mais où est le respect des résidents actuels? Écoutez, M. Tremblay, tous les citoyens ont accès aux mêmes services dans l'arrondissement. Je suis désolé que vous viviez cette situation avec amertume. Toutefois, tout citoyen ou tout demandeur pour un projet d'habitation peut demander une dérogation à nos règlements. Et bien sûr, ça coûte quand même quelques milliers de dollars. C'est un processus qui est onéreux. Mais le projet PP 27-0290
est intéressé à se prémunir de ce processus-là et il est ouvert à tous les citoyens. Donc, j'espère que cela répond à votre question. Monsieur Villandré, prochaine question. Oui, une question de Mme Josée Kenny qui porte sur les sens uniques. Je suis très heureuse de l'implantation des sens uniques dans notre quartier, en espérant que ceci puisse réduire la circulation de transit à l'intérieur des rues résidentielles. Malheureusement, plusieurs citoyens demeurent récalcitrants car ils ne comprennent pas l'utilité et utilisent les ruelles comme raccourcis. Serait-il possible d'envisager une meilleure communication, essentielle pour atteindre l'objectif, comme une campagne de sensibilisation, et une présence policière pour ceux qui ne respectent pas le code de la route? Oui, merci beaucoup, Mme Kenny, pour votre question. En effet, lorsqu'il y a des altérations sur nos routes, on voit que les automobilistes doivent prendre de nouvelles habitudes et malheureusement, certains contreviennent au code de la route en utilisant les ruelles comme des raccourcis. Donc, moi, je vous invite à nous contacter au 311, que ce soit par le service en ligne, par courriel, le 311 par courriel ou au téléphone pour spécifiquement nous expliquer la problématique et nous allons l'étudier en comité mobilité en présence de, bien sûr, nos ingénieurs de l'arrondissement, l'organisme Tandem qui fait de la sécurité urbaine et, bien sûr, des membres du SPVM et tout ça, on va donc discuter ensemble sur quelles sont les avenues possibles pour réguler la problématique que vous soulevez. Donc, envoyez-nous tous les détails par le 311 et on va étudier la question avec grand plaisir. Merci pour votre question, Mme Kenny. Maintenant, une question de M. Gilles Revel. Comment est-il possible d'éviter les excès de vitesse qui ont lieu sur la rue Honoré-Beaugrand, au nord de la rue Sherbrooke-Est? Ce quartier résidentiel est maintenant habité par plusieurs familles avec des enfants qui risquent d'être accidentés en jouant, en faisant du vélo ou en traversant la rue. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais répondre à Monsieur Revel. Alors, Monsieur Revel, merci pour votre question. Écoutez, j'avais déjà constaté, même avant d'être élu, que cet endroit était très problématique. Et c'est pour ça que dès notre entrée en poste, en fait, au printemps 2018, on a installé un arrêt-stop à la place, à l'intersection de la place Honoré-Beaugrand avec la rue Honoré-Beaugrand, juste au nord de l'édicule de la station de métro, où il y avait vraiment une affluence de piétons et de véhicules régulièrement. Donc, ça a permis quand même de réduire un peu la vitesse parce qu'avant, les gens partaient quand même de la rue Sherbrooke jusqu'à la rue Fontenot sans arrêt obligatoire. Alors ça fait partie des solutions qu'on avait trouvées à ce moment-là, le stop et la traverse piétonne. C'est sûr qu'il y a encore des enjeux et je vais soumettre donc votre problématique au comité de mobilité qui l'étudiera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci beaucoup. Donc, une prochaine question de M. Serge Desrochers. Mon sujet, demande de modification de stationnement sur la rue de Marseille, coin Dixon, suivant la modification routière de la rue de Marseille, direction ouest, à sens unique, et la création de 2 pistes cyclables, direction est et ouest. J'aimerais rencontrer les élus pour leur proposer certaines modifications. Je voudrais être présent pour la rencontre du 2 novembre à 19h, car j'ai préparé de la documentation et des photos. Bonsoir, Monsieur Desrochers. Malheureusement, comme vous le voyez, personne n'est ensemble en ce 2 novembre, malheureusement. Ça m'aurait fait grand plaisir de vous rencontrer en personne. Toutefois, je vous invite à envoyer toutes les photos, toute votre documentation par courriel et on va vous revenir dans les 2 semaines qui suivent l'envoi pour, bien sûr, étudier votre demande de modification de stationnement et voir si on ne peut pas simplifier la chose dans le secteur. Donc, envoyez-nous tous les documents et on va vous revenir à l'intérieur de 2 semaines. Merci, M. Desrochers. Une question maintenant de Mme Myriam Côté. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez mis une rue qui est bloquée par la voie ferrée, sens unique vers le nord? Avez-vous pensé à la pollution supplémentaire des voitures, au détour que nous devons faire parce que vous avez mis la rue Dubuisson sens unique vers l'est? Tous nos déplacements se font vers l'ouest.
Pourquoi avoir mis Paul Pot sens unique vers le nord entre Notre-Dame et Dubuisson? D'autant plus qu'il n'y a aucune piste cyclable sur Paul Pot. Je vous invite à faire le trajet avec moi pour que vous puissiez constater combien c'est frustrant de devoir conduire plus loin pour revenir sur ses pas. J'estime que cette rue devrait redevenir dans les deux sens. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais répondre à Mme Côté. Madame Côté, je vous ai déjà d'ailleurs écrit à quelques reprises, donc en septembre et en octobre, pour vous parler. On avait discuté justement, on avait échangé sur la possibilité justement de faire que Taillon aussi soit changé de direction sud au lieu que ce qui était prévu en fait en septembre, qu'elle reste direction nord, ce qui aurait fait 2 rues consécutives, la rue Paul Pot et la rue Taillon, direction nord jusqu'à Dubuisson. Donc, on a quand même été attentif à vos enjeux, puis ça permettait aussi de reproduire la même grille de sens unique qu'il y a au nord de la voie ferrée. Hein. Vous savez, les rues tout au nord de la voie ferrée sont toutes à sens unique et c'est ce qu'on a reproduit au sud. C'est quand même prouvé que c'est plus sécuritaire d'avoir des rues à sens unique, surtout qu'on avait eu des citoyens qui nous avaient soumis l'hiver dernier, notamment avec les accumulations de neige, qu'il était difficile de croiser dans ces petites rues-là, dont la rue Paul Pot. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on l'a mis direction nord, la rue des Marteaux, qui est juste à l'ouest, est direction sud, et maintenant Taillon, direction sud, celle que la piste cyclable. Donc, ça a été bel et bien étudié avec le comité de mobilité. Puis vous allez voir, à l'usage, on va quand même, vous allez vous trouver des trucs, puis vous allez vous habituer. Puis au final, ça ne sera pas plus dommageable pour la planète et ça sera certainement plus sécuritaire. Alors, merci pour votre question. Maintenant, une question de M. Luc Durand-Lot qui porte sur le point 40.16 de l'ordre du jour. Concernant le projet PP27-0290, comment la Ville de Montréal peut-elle accepter une dérogation qui maximise l'occupation d'un terrain et augmenter le nombre d'étages, soit passer de 2 étages à 3,5, et cela sans stationnement dans un secteur déjà saturé par les véhicules dans les rues environnantes? Comment promettre 35 % d'espace vert avec un 24 logements, soit 8 logements de large, sur ce terrain? La Ville de Montréal va-t-elle baisser les taxes des maisons voisines suite à leur baisse de valeur, étant devenues sans qualité de vie? Oui, la question étant plutôt technique sur les pourcentages d'espace vert, je vais passer la parole au directeur aux aménagements urbains et services aux entreprises, M. Pierre-Paul Savignac. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Je comprends la nature de votre question. Évidemment, lorsqu'on fait l'examen d'un tel projet, ce que l'on souhaite, c'est de maximiser les retombées positives pour le quartier. Vous dites dans votre question qu'on maximise l'occupation du sol par ce projet particulier. Permettez-moi d'être en désaccord avec ça. Oui, on demande une dérogation quant à la hauteur en étage, mais c'est pour, entre autres, libérer le sol pour pouvoir faire encore plus de verdissement. Donc, la hauteur qui est autorisée dans ce secteur, c'est 2 étages et le projet va en avoir 3 étages. Ça va être un milieu de vie fantastique pour les familles, notamment, qui vont habiter cet immeuble. On est à proximité du parc Belle-Rive, tout à fait à 2 pas, et ça fait un milieu de vie exemplaire. Pour le secteur, c'est une amélioration. Je le crois sincèrement, puisqu'on remplace un usage dérogatoire, donc un garage de mécanique automobile. Donc, en clair, quand vous commentez à la fin la situation en disant que vous croyez que ça va faire descendre les valeurs des bâtiments au voisinage, pour ma part, je crois que ça va plutôt être l'inverse. Le secteur va y gagner en verdissement, gagner notamment par le départ de cet usage dérogatoire, le garage. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je suis toujours disponible toutefois si par la suite, si vous voulez en parler davantage avec moi. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, M. Savignac. M. Villandré, prochaine question. Oui, une question de M. Michel Gravel. La STM prévoit la reprise de la circulation normale pour 2022.
Pourquoi une voie réservée maintenant? Pourquoi nous obliger à chercher des espaces de stationnement inutilement 3 fois par jour? Pourquoi satisfaire l'ego de quelques fonctionnaires au détriment du bien-être des habitants de MHM? Il n'y a pas de congestion automobile direction sud. Les bus circulent à vitesse maximale. Prouvez le contraire. Direction nord, modifiez les feux de circulation, priorisez les bus. Pourquoi ne pas reporter votre décision à un moment plus opportun, sans le stress de la COVID, sans le stress de l'hiver qui déjà rôde? Monsieur le maire, je vais répondre à la question, si vous permettez. Merci, Monsieur Gravel, pour votre question. Écoutez, comme vous le savez, cette voie réservée-là est planifiée justement pour offrir un meilleur service d'autobus, un service plus rapide, mais aussi plus fiable. En temps normal, c'est 18 000 déplacements par jour qu'on anticipe sur ce corridor-là pour justement offrir une solution de mobilité en autobus, question de diminuer la pression automobile tant sur le trafic que sur le stationnement du secteur. Sur l'implantation, oui, donc c'est une voie réservée, on le rappelle, 3 heures d'interdiction d'un côté le matin et 3 heures d'interdiction de l'autre côté. Dans ce contexte-ci, justement, avec une reprise de la circulation comme celle qu'on a vue cet été, comme celle qu'on peut anticiper, c'est important justement d'assurer la fiabilité des trajets en autobus. Et il suffit de quelques aléas de circulation à certains moments, justement, pour rendre ces déplacements plus difficiles, moins fiables. On veut que les gens qui prennent l'autobus puissent prévoir la durée de leur trajet. La fiabilité des trajets en autobus, c'est une des clés pour justement attirer et fidéliser des clientèles à un parcours d'autobus. Donc, on a besoin de ça l'été comme l'hiver où justement, pendant les tempêtes, on demande aux gens de se déplacer en autobus autant que possible. Donc, c'est une raison de plus justement pour rendre ce corridor-là performant. Alors, on espère que ça sera vraiment un corridor de mobilité en autobus bien apprécié et bien utilisé par beaucoup de nos concitoyens. Merci. Donc, une question maintenant de Mme Guylaine Laroche. Depuis la déviation du trajet de bus 32, nous constatons une augmentation des dangers de circuler pour les piétons et les cyclistes. Le trajet d'avant, rue Turenne, offrait une voie large et bordée par l'église et le grand parc Pierre-Bédard, avec une interdiction de stationner de 8h à 22h30. Sécuritaire pour les piétons et cyclistes. On y voyait venir le bus 32 de loin. Maintenant, coin de Jumonville et Lacordaire, l'autobus 32 surgit, portant atteinte à la sécurité des personnes. 2 bus 32 ne peuvent se croiser sur le nouveau trajet étroit de la rue Lacordaire, j'en suis témoin. L'accumulation de neige dans quelques semaines amplifiera les problèmes de sécurité et de paix du voisinage. C'est pourquoi il est urgent, avant l'hiver, de rétablir l'ancien parcours du bus 32. Pourquoi, comme résidente, ai-je la responsabilité et le fardeau de démontrer la dangerosité et la dévalorisation de notre secteur provoquée par cette décision inconséquente de dévier le trajet de la 32? Oui, bonjour Madame Laroche. Écoutez, il y a beaucoup de choses dans votre question. Premièrement, lorsque vous dites que la décision est inconséquente, en fait, il faut connaître que la déviation du trajet de la 32, c'est suite à la sécurisation de la voie de la rue de Turenne aux abords de l'école. On a eu des demandes pour apaiser le secteur parce qu'il y avait plusieurs élèves qui se rendaient à pied à l'école et suite, nous avons répondu à leurs demandes en amenant des dos d'âne sur la rue de Turenne et l'école est bien sûr très satisfaite. Nous avons même reçu une lettre de remerciement du conseil d'établissement et parce que on met beaucoup de l'avant que les jeunes se rendent à pied à l'école. Donc, suite à ça, il a fallu amener l'autobus sur Jumonville à cause des dos d'âne. Il y avait des enjeux avec la STM. Et écoutez, ce point-là a été discuté là, à 5 reprises au comité mobilité avec les conseillers locaux, avec le SPVM, avec la STM, avec Tandem, l'organisme de sécurité urbaine. Bref, plusieurs personnes se sont penchées sur cette question avant de l'autoriser. Cela dit,
je conviens, je comprends que la modification du trajet peut créer certaines frustrations, peut créer certaines nuisances parce que les gens étaient habitués à ce que l'autobus ne passe pas devant chez eux et maintenant, il passe devant chez eux. Il y a aussi des gens qui vivaient avec l'autobus qui passe devant chez eux depuis des années, qui, eux, n'ont plus à vivre avec l'autobus qui passe devant chez eux. Et il faut garder en tête que le système d'autobus vient se connecter à la bouche de métro qui est à quelques coins de rue de chez vous. Donc, c'est normal que l'autobus doive passer quelque part. La semaine dernière, avec la conseillère Karine Boisvert-Roy, nous nous sommes promenés dans le secteur. Nous avons rencontré des citoyens les citoyens qui ont fait signer la pétition, qui ont développé l'argumentaire. Et ce que nous avons convenu, c'est d'aller chercher des réponses à la STM, de se pencher sur est-ce que nous aurions pu mieux faire les choses avec nos ingénieurs à l'arrondissement? Et on va revenir aux citoyens dans les prochaines semaines. Donc, on est au courant de la problématique. On est conscient que ça peut créer ça peut être désagréable pour certaines personnes, ce nouveau tracé. Et avec la conseillère Karine Boisvert-Roy, bien, on y travaille pour voir s'il n'est pas possible de bonifier ou d'améliorer la situation. Mais bref, on ne peut pas dire que cette décision-là a été inconséquente. On s'y est penché très longuement avec différents intervenants dans le secteur. Donc, merci beaucoup pour votre question. Prochaine question de Mme Déby Scabilis. La nouvelle signalisation pour stationnement sur le boulevard Langelier est dépassée. Par exemple, les lundis matins, nous ne pouvons stationner côté est, car c'est la journée balai, ni côté ouest, arrêt interdit, et on ne sait pourquoi. Lorsque vous modifiez la réglementation, il serait à propos de vérifier les incohérences associées. Où doit-on stationner? Sur le terre-plein? Oui, merci, Monsieur le maire. Merci, Mme Scabilis, pour votre question. Écoutez, on va aller vérifier à l'arrondissement, justement, si l'ensemble de la réglementation sur les interdictions de stationnement, 1 pour la voie réservée, 2 pour les opérations de nettoyage, sont bien arrimées. On prend bonne note de votre commentaire et on va demander justement à nos équipes d'aller vérifier la situation. Question de trouver le meilleur arrangement possible avec les deux besoins. Merci. On vous encourage, Mme Scabilis, à ne pas vous stationner toutefois sur le terre-plein. Merci beaucoup. Monsieur Villandry. Oui, une prochaine question de M. Gabriel Martin-Labrosse. J'habite sur la rue Ontario-Est, au coin Herde, depuis quelques mois. J'ai demandé l'installation de supports à vélo, chose qui a été faite rapidement. Je vous en remercie. Par contre, hier, le 31 octobre, des agents de l'arrondissement ont mis une affiche demandant d'enlever les vélos d'ici le 1er novembre. Préavis trop court, à mon avis. L'un des agents m'a dit que ce support à vélo en particulier était litigieux et il ne pensait pas que l'arrondissement le réinstalle. Pour les 3 anneaux du support qui prennent à peine une place de stationnement de voiture, 6 vélos et plus peuvent s'y stationner. De plus, je trouve cela absurde qu'une telle structure soit installée et désinstallée pour 4 mois d'utilisation seulement. Par ailleurs, nous sommes plusieurs à vouloir utiliser ce support à l'année. Est-ce que l'arrondissement pourrait laisser le support en place? Merci beaucoup, M. Labrosse, pour votre question. Écoutez, c'est le fun de voir que notre système fonctionne bien et lorsque les gens demandent quelque chose, ils l'obtiennent rapidement. Donc, bravo à nos services. C'est certain qu'on était très fiers d'installer 1 millier de nouveaux supports à vélo cette année, dont une centaine de supports hybrides. Donc, c'est les supports à vélo dont vous parlez, là, les fameux supports avec 3 ronds. Donc, 3 anneaux de support et je suis très content de voir que vous l'utilisez beaucoup. Malheureusement, on voulait les installer en début de saison et avec la COVID, malheureusement, toutes nos opérations ont été retardées et finalement, on les a installées, oui, un peu tardivement dans l'année. La bonne chose avec cette installation plutôt tardive, c'est que ça nous a permis de tester les emplacements. On voit les emplacements qui sont appréciés, ceux qui sont moins appréciés. On va les enlever pour l'hiver parce que ces supports hybrides à vélo vont bien sûr être dans le chemin pour nos déneigeuses et on ne veut pas passer la souffrance. On ne veut pas qu'ils passent dans
souffleuse. Donc, on va les retirer et l'année prochaine, on va se repencher sur les emplacements de chacun d'entre eux, mais je vais demander donc aux travaux publics de se pencher particulièrement sur la question de du support à vélo au coin de votre rue et nous allons pouvoir cet hiver et ce printemps dans la planification voir si nous allons le maintenir à un tel endroit ou en installer un à tout près de l'emplacement. Donc, merci beaucoup pour votre question et je suis bien content que le support soit apprécié. Question maintenant de Mme Jacinthe Roy et M. Léo Ricard. Bonjour. Concernant le nouveau parcours STM 32 Lacordaire, j'aimerais savoir si nos élus, le groupe Tandem, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à approuver ce changement, ajout de 188 autobus par jour, une aux 12 minutes, avaient considéré le fait que dans le passé, une demande pour l'ajout d'arrêt-stop afin de sécuriser le coin Louis-Veuillot de Jumonville, qui était déjà très dangereux, avait été soumise, car de nombreuses autos et camions y circulent pour le marché de quartier, entre autres. Cette demande avait été refusée seulement en raison d'une réglementation concernant le nombre d'arrêts-stop sur de Jumonville. On vient d'ajouter 188 autobus dans un secteur déjà considéré comme dangereux, ce qui n'améliore en rien le sentiment de sécurité pour les citoyennes, citoyens, enfants, étudiants, qui y circulent à pied, bicyclettes, trottinettes, planches à roulettes, automobilistes, etc. Oui, merci beaucoup, Madame Roy, Monsieur Ricard, pour votre question. Rebonsoir, Monsieur Ricard. Je sais qu'on s'est croisés par hasard la semaine dernière. Je ne sais pas si, lorsqu'il y avait eu les discussions sur les arrêts, les panneaux d'arrêt, si vous aviez reçu un numéro de dossier au 31. Si oui, je serais intéressé à l'avoir. On va faire le suivi de cet élément-là. Ça fait partie des éléments que Mme Boivin-Roy et moi-même, nous posons des questions aux études techniques et à la STM, voir si cela aurait pu être une solution envisageable, bien sûr. Et finalement, ce que je souhaite quand même rappeler, c'est que les autobus dans nos villes, ce ne sont pas du tout les véhicules les plus dangereux, les autobus, en fait. Les autobus nous permettent à réduire le nombre de citoyens qui utilisent la voiture solo. Et malheureusement, les voitures sont plus dangereuses que les autobus, malheureusement, de par leur nombre et leur nombre qui est croissant de plus en plus et leur taille est de plus en plus croissante aussi. Donc, les autobus font partie de la solution en termes de sécurité et ne font pas partie du problème. Donc, on va vous revenir, on va intégrer assurément cet élément-là dans notre analyse et dans les prochaines semaines, on va continuer d'être en contact avec les citoyens du secteur. Question maintenant de M. Damien Angeles. Nouveau trajet autobus Lacordaire 32. Pour apaiser un secteur particulier, le passage d'une centaine d'autobus se retrouve sur la rue Lacordaire entre de Jumonville et Turenne. La pollution par le bruit est majeure car il s'agit d'une petite rue bordée de maisons résidentielles. Nos enfants, personnes âgées et nous-mêmes, à vélo, à pied, sommes en danger vu l'étroitesse de la rue lors du passage des autobus. Objectivement, un tel circuit n'a pas sa place sur une telle rue. Nous nous demandons où est la cohérence de cette décision. Imaginons-nous en après-COVID, quel trafic majeur il y aura sur ce petit tronçon de rue, anciennement paisible. Nous avons tout perdu dans cette décision. Le calme, la sécurité, la valeur de nos maisons, notre santé. Serait-ce possible de revoir ce trajet en respect des citoyens contribuables, en respect de la sécurité de tous et en respectant la consigne d'apaisement? Merci, M. Angeles. Écoutez, je pense qu'on a déjà amplement répondu aux questions de vos concitoyens préalablement. On considère que la sécurité est bien sûr essentielle. Les autobus ne sont pas un enjeu de sécurité. Je comprends que leur présence peut créer certaines nuisances, qu'il y a eu des enjeux aussi de retrait de stationnement. On en est conscient, mais il faut aussi garder en tête qu'il y a plusieurs rues commerciales à Montréal, les petites rues où est-ce qu'on a des passages d'autobus. Donc,
on va tout de même se pencher sur la question et continuer d'être en contact avec les citoyens. Donc, je vais m'assurer, M. Angeles, que vous soyez sur la liste des citoyens qui vont être contactés lorsque le dossier va avancer à l'arrondissement. Ça va nous faire plaisir de poursuivre la conversation avec vous. Merci beaucoup. Question maintenant de M. Raymond Moquin, président du collectif en environnement Mercier-Est. Lors de rencontres concernant le projet immobilier sur les terrains de l'ancienne cour de voirie tenue l'an dernier, il avait été mentionné que l'implantation d'un sens unique sur la rue Dubuisson, maintenant en vigueur, et de feux de circulation aux intersections de la rue Honoré-Beaugrand et Souligny-Dubuisson était étroitement associée à l'acceptation de ce projet. En effet, l'augmentation prévisible de la circulation avec l'implantation du projet rend cette dernière mesure importante afin d'assurer la fluidité de la circulation. Des appareils Miovision servant probablement à des mesures de circulation ont été observés à l'intersection des rues Honoré-Beaugrand et Gustave-Blot. Pouvez-vous nous confirmer de quelle étude il s'agit et si cela a un lien avec l'installation de feux de circulation aux intersections mentionnées ci-dessus? Si c'est le cas, est-ce que cela signifie que l'implantation des feux de circulation promise à cet endroit n'est pas encore garantie? Merci beaucoup, M. Moquin, pour votre question. Je ne suis pas au courant de toutes les opérations de comptage sur notre territoire. Je vais donc passer la parole à Mme Saint-Laurent, directrice des travaux publics. Alors, bonjour, M. Moquin. En fait, comme vous le signalez dans votre question, les appareils Miovision servent à venir calculer le débit, le mouvement aux intersections, puis sur rue en vue de l'implantation de différentes mesures de signalisation. Ces appareils Miovision-là n'ont pas été installés par l'arrondissement, probablement par le partenaire, la ville-centre. Je devrais le vérifier cette semaine pour confirmer le tout. C'est évidemment une étape dans le déploiement des installations de feux de circulation. Donc, le projet suit son cours, ça fait partie de nos démarches à ce moment-ci. Merci beaucoup, Madame Saint-Laurent. Et bien sûr, comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'arrondissement est favorable à l'installation d'un feu de circulation à cet endroit, ce qui nous en empêche principalement, au-delà des coûts qui sont très importants à cause du chemin de fer, c'est le fait qu'avec en ayant 6 entrées sur le stationnement, le feu de circulation pourrait attendre jusqu'à plus de 2 minutes et demie là, pour que la lumière tourne au vert. Donc, c'est pour ça qu'on fait différents comptages. Et pourquoi je vous dis ça, M. Moquin? Parce que vous me demandez à la fin de votre question, est-ce que le feu de circulation est garanti? Non, il n'est pas garanti. On y est favorable et on doit prendre toutes les mesures pour voir son implantation réussie, mais on ne peut malheureusement pas dire que c'est garanti, même si on le demande. Merci pour votre question, M. Moquin. Question maintenant de M. Harold Dupuis. À propos du stationnement de la rue de Marseille, ils ont fait une piste cyclable et depuis, nous avons perdu beaucoup de stationnement. Est-il possible de faire des ajustements pour garder nos stationnements et la piste cyclable? Oui, merci beaucoup, M. Dupuis. S'il vous plaît, écrivez-nous par courriel on va voir s'il est possible de faire des ajustements. On va venir sur le terrain, voir s'il y a des options qu'on n'a pas vues. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous. Vous pouvez m'écrire directement pierre.lessardblais@commercialmontréal.ca. Ça se trouve facilement en ligne. Donnez-nous tous les détails de la problématique. On va entrer en contact avec vous dans les 2 prochaines semaines. Puis on va voir si on ne peut pas optimiser la situation pour le stationnement et réduire l'impact sur le stationnement. Merci de votre question, M. Dupuis. Question maintenant de M. Louis Bourque. Lors du dernier conseil, une citoyenne, Liliane Dupont, vous demandait d'offrir des abris de façon disséminée et décentralisée pour éviter aux personnes itinérantes de devoir se rassembler. Elle s'exprimait à la minute 1h01:56, conformément aux directives de la santé publique. Vous conceviez alors l'itinérance comme une responsabilité légale incombant au gouvernement du Québec, comme si la question n'était pas celle du logement et le problème éthique pour lesquels la Ville est parfaitement habilitée, notamment par les articles suivants, 29.4 et 570C de la Loi sur les cités et villes, 14.2 du Code municipal, le préambule ainsi que les articles 87, 89, 121, 104 et 144 de la Charte de Montréal, les articles 2, 91 et 95 de la Loi sur les compétences municipales.
J'aurais voulu disposer de plus de 998 caractères pour vous décliner le contenu de chaque article et ainsi poser une question simple. Pouvez-vous le faire pour chacun d'entre eux? Votre pertinence tient à la connaissance. Oui, merci beaucoup, Monsieur Bourque, pour votre question. Généralement, 1000 caractères est suffisante pour poser une question simple. Donc, et je ne connais pas du bout des doigts les différents articles de loi que vous citez. Toutefois, moi, je suis très fier de ce qui a été fait dans l'arrondissement. Je considère que notre pertinence se trouve surtout dans l'action que nous menons en collaboration, bien sûr, avec le gouvernement du Québec. Oui, la santé et services sociaux est une compétence claire du gouvernement du Québec et la Ville, en tant que partenaire, et nous sommes partenaires dans la mise en œuvre de ces mesures-là. Donc, moi, je suis très fier du leadership que la Ville a pris pour déployer différentes mesures pour l'aide à l'itinérance. Et si vous voulez peut-être clarifier votre intervention, nous envoyer un courriel pour clarifier exactement quelle serait votre question simple. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Monsieur Laurent Richer-Beaulieu attend votre question avec impatience. Merci, Monsieur Bourque. Question maintenant de M. Gaétan Mailloux. Bonsoir, M. Le Sablé. Lors du dernier conseil de ville, à ma question sur le marquage qui a été fait sur la rue de Cadillac et autour, à savoir quels travaux sont prévus sur la rue, vous m'avez répondu qu'aucun travaux ne sont prévus avant 2023. Le marquage aurait été fait plus de 2 ans à l'avance. Ça n'a aucun sens. Le marquage sera tout effacé depuis lors. Pouvez-vous expliquer votre réponse et m'éclairer, car ceux qui ont fait le marquage ont été très clairs. Ils parlaient de travaux en 2021. Oui, écoutez, c'est la troisième question que vous me posez sur la chose, M. Mailloux. Donc, j'espère que Mme Saint-Laurent, directrice des travaux publics, aura plus de crédibilité à vos yeux que moi. Écoutez, M. Mailloux, afin de m'assurer que quelqu'un vous réponde précisément à votre question, justement parce que le marquage, il peut en avoir de différentes sortes, différentes couleurs pour différents projets. Alors, je vais m'assurer que quelqu'un communique avec vous d'ici mercredi pour identifier vraiment là, de quel marquage vous parlez, puis de quel projet il s'agit. Donc, on communique avec vous d'ici mercredi. Merci beaucoup, Mme Saint-Laurent. Question maintenant de Jean-Christophe Bureau d'Infologie. Infologie mène la campagne pour des inspections impeccables dans le but que l'arrondissement prenne ses responsabilités afin de régler les problèmes de salubrité des logements. MHM est l'un des arrondissements les plus touchés par les problèmes de salubrité et depuis que vous êtes maire, la situation ne s'est guère améliorée. Quand un locataire a un problème de salubrité, il peut demander la visite d'un inspecteur. Ce dernier envoie un avis au propriétaire indiquant un délai dans lequel les problèmes doivent être réglés. Nous savons que si un constat d'infraction était systématiquement remis au propriétaire à l'échéance du délai indiqué, les réparations se feraient plus rapidement. Vous refusez d'aller implanter cette mesure alors que nous avons la conviction qu'elle contribuerait à l'amélioration de l'état des logements. Pire, vous ne proposez aucune solution de rechange. Pourquoi n'appliquez-vous pas cette mesure et qu'allez-vous faire pour améliorer l'état des logements dans MHM? Oui, merci beaucoup, M. Bureau, pour votre question. Écoutez, nous n'avons pas le même point de vue sur les impacts qu'aurait une application très stricte de nos règlements sur la salubrité. Lorsqu'on parle avec différents organismes de logement dans l'arrondissement, ce qu'on entend beaucoup, c'est que l'application très stricte à la lettre amène davantage des propriétaires à évincer un locataire qui se serait plaint que de travailler avec la Ville pour améliorer la situation. Écoutez, on travaille de façon très proche avec les différents organismes communautaires en habitation dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je n'ai pas l'impression que les autres organismes partagent votre point de vue, mais s'il y a consensus des organismes, eh bien, ça va nous faire plaisir de discuter de votre proposition, sauf que présentement, nous ne partageons pas votre point de vue et je n'ai pas l'impression que les autres organismes le partagent non plus. Mais tout ça pour dire que je suis bien sûr très à l'aise à en discuter avec vous
et avec les autres organismes d'habitation dans le quartier. On pourra en parler. On vient de sortir d'une rencontre du comité d'habitation, mais si je vous encourage donc à contacter les autres organismes en habitation et s'il y a une position commune, eh bien, on va l'envisager avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Bureau. Question maintenant de Mme Joanie Tremblay. Bonjour, mes questions concernent l'aire d'exercice canin du parc Liébert. Nous avons entendu parler que des améliorations de ce parc sont prévues au PTI. Est-ce possible de connaître ces améliorations prévues et quand elles seront débutées? Pouvons-nous voir le synopsis proposé et est-il encore possible d'émettre nos recommandations d'amélioration? Oui, merci beaucoup, Madame Tremblay. Malheureusement, les consultations ont eu lieu en 2018. On souhaitait que les travaux aient lieu beaucoup plus hâtivement. On a eu des problèmes avec, on n'a pas eu en fait de soumission d'entrepreneurs intéressantes pour les travaux. Donc, les rencontres avec les citoyens ont déjà eu lieu. Toutefois, peut-être que Mme Saint-Laurent, directrice aux travaux publics, aurait davantage de détails sur l'échéancier des travaux. En fait, étant donné que ça a été reporté, on voulait les faire, comme vous venez de le dire, M. le maire, cette année, ça a été reporté. On vise la réalisation en 2021. Comme Mme Tremblay le mentionne, oui, c'est prévu au PTI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler 5 projets d'aires d'exercice canin pour pouvoir avoir justement de meilleures soumissions. Et ces aménagements-là, suite aux commentaires des différents utilisateurs, touchent principalement les sas d'entrée-sortie de certains AEC. Sinon, certaines clôtures vont être mises à niveau, des tables, des abreuvoirs, etc. Donc, il y a plusieurs aspects des aires qui ont été mentionnés par les utilisateurs. Puis c'est là-dessus qu'on va travailler pour réalisation, on l'espère, en 2021. Nous vérifierons aussi, Madame Tremblay, si les plans sont terminés ou pas, ou s'ils sont mis à jour, et si on ne peut pas vous les partager, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre question. Question maintenant de M. Denis Côté. Tout d'abord, je félicite l'arrondissement pour la remise en état de nos 3 arénas, malgré la pandémie. J'ai eu le plaisir de patiner dès ce matin à l'aréna Francis Bouillon. Ma question concerne la pollution visuelle ou par papier inutile. Dans un autre arrondissement, il a été possible d'éliminer des panneaux publicitaires géants. Ceci à l'effet de transférer des budgets publicitaires vers des médias d'information et d'améliorer le paysage urbain. Cette possibilité a-t-elle déjà été envisagée dans MHM? Sous question, le journal local hebdomadaire est utilisé pour faire accepter le Publisac, un paquet de 2 cm d'épais de circulaire. Il est pourtant possible de rentabiliser un journal local sans qu'il soit associé à autant de papiers qui, au mieux, vont rapidement au recyclage. Serait-il possible d'inverser le consentement des citoyens, à savoir qu'il faudrait apposer un avis indiquant qu'on désire recevoir des circulaires plutôt que le contraire? Oui, Monsieur le maire, je vais répondre à la question. Merci, Monsieur Côté, pour vos questions. Premièrement, concernant la réglementation là, pour interdire les panneaux publicitaires, j'imagine que vous êtes au courant, mais c'est un dossier qui avait été judiciarisé. Ça a pris plusieurs années avant qu'on ait vraiment que l'arrondissement du plateau ait l'autorisation de le faire. Donc, on a suivi ce dossier-là avec attention. Puis maintenant que le règlement a été validé, là, le règlement du plateau Mont-Royal, on est en train de l'analyser, d'analyser les différents jugements qui ont été portés là, sur cette cause-là pour justement voir comment on pourrait... si c'est quelque chose qu'on peut appliquer sur notre territoire. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'analyser. Pour votre deuxième question, mais je tiens quand même à mentionner par contre que c'est pas parce que des gens cessent d'afficher sur des panneaux publicitaires que directement cet argent va aller à d'autres médias. Là, moi, je serais pas prête à dire que c'est directement redistribué. On n'a pas cette garantie-là, mais c'est une possibilité. Pour ce qui est de l'autre question sur les circulaires, l'option que vous proposez a été proposée par un citoyen qui a fait une demande de droit d'initiative à la Ville. Donc, c'est un dossier qui a fait l'objet d'une consultation publique à la Ville de Montréal où, justement, on proposait que ce soit d'inverser le système. Cette consultation-là a eu lieu. Des recommandations ont été faites par la Commission de l'environnement. Ces recommandations sont en analyse. La question des journaux locaux est une question qui nous préoccupe.
sincèrement, parce que nous, on n'a pas le pouvoir là, de dire, ben, si on retire les circulaires, voici comment devraient fonctionner les journaux locaux. C'est une réflexion qui est plus vaste que ça. Donc, ce que vous mentionnez au niveau de l'environnement, du gaspillage du papier, etc., on en est tout à fait conscient. On était très content que cette consultation ait lieu. On est en train d'analyser les recommandations pour s'assurer de poser un geste qui ne portera pas non plus préjudice aux nombreuses personnes qui ont besoin de ces circulaires-là pour arriver à la fin du mois pour pouvoir faire leurs courses, etc. Donc, c'est un dossier qui peut sembler très, très simple, mais on sait qu'il est peut-être un peu plus complexe qu'on peut l'imaginer. Donc, on est en train d'analyser les recommandations de la commission en espérant pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Merci. Question maintenant de M. Daniel Chartier. En 2018, l'arrondissement amorçait la préparation d'un plan directeur des parcs et espaces verts de MHM par un questionnaire en ligne. Le site de Réalisons Montréal montre un échéancier selon lequel ce plan directeur devait être approuvé à l'automne 2019 par le conseil d'arrondissement. Au conseil d'arrondissement MHM du 5 octobre 2020, j'ai posé une série de questions sur ce sujet et sur quelques objets complémentaires. Dans ses réponses, M. le maire Le Sablet a mentionné que le processus public relatif à ce plan directeur ne reprendrait qu'une fois la COVID passée, en 2021. Étant donné que les analyses concernant les parcs et espaces verts de MHM devraient avoir été complétées depuis 2019, l'arrondissement pourrait-il confirmer que c'est effectivement le cas et les rendre publics accompagnés des principales orientations? Sinon, quel est l'échéancier de l'arrondissement dans ce dossier? Merci beaucoup, M. Chartier. J'en comprends que vous avez, comme moi, très hâte à la publication de notre plan sur un plan directeur des parcs et espaces verts. Écoutez, à la base, en effet, là, avant même l'arrivée du COVID, notre administration n'a pas été capable de livrer aussi rapidement que nous souhaitions ce plan directeur. Est arrivée la COVID qui nous a retardé davantage et on planifie toujours en première moitié de 2021, idéalement à l'hiver ou au printemps 2021, pouvoir publier ce plan directeur. Malheureusement, on ne pourra pas consulter autant qu'on nous le souhaitions. Nous souhaitions à la base aller dans les parcs, aller rencontrer les gens sur le terrain. Et bref, la situation rend tout ça beaucoup plus difficile, mais on souhaite, on est très motivé pour que ce plan-là soit diffusé d'ici le printemps 2021. Merci beaucoup pour votre intérêt, M. Chartier. Question de Mme Sandra Cordero-Reboliedo. Le 5 octobre 2020, vous disiez, M. Le Sablet, travailler sur l'ouverture de haltes chaleur en novembre ou le plus rapidement possible dès qu'il va y avoir à différents endroits à travers la ville. On est début novembre, mais toujours pas de halte chaleur pour les campeurs de la rue Notre-Dame ou autres. C'est froid et cette nuit, il fera 2 degrés Celsius. Quand est-ce qu'il y aura concrètement des haltes chaleur? Combien et où, s'il vous plaît? Sous question, pouvez-vous fermer la rue qui est entre le parc Désiry et la piste cyclable pour faire une rue piétonnière pour permettre l'installation des haltes chaleur près des campeurs de la rue Notre-Dame? Oui, merci beaucoup pour votre question. Écoutez, premièrement, je ne veux pas m'obstiner avec vous, mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien de nouveau dans l'arrondissement pour soutenir les itinérants. En plus du plan hivernal, la ville qui va offrir un hôtel avec 380 lits à Place du Puy. Donc, c'est pas si loin de l'arrondissement. Et bien tantôt, là, en début de rencontre, j'ai énuméré une liste de différentes actions qui ont été entreprises dans l'arrondissement. Depuis cet automne, nous avons bien sûr l'aréna du YMCA pour à peu près, de mémoire, 70 lits supplémentaires. Le refuge Care, qui habituellement était une halte chaleur pour l'hiver seulement, a été ouvert tout l'été, tout l'automne et va continuer d'être ouvert. Et en plus, est centre de jour. Le Cap Saint-Barnabé est aussi toujours en fonction. Et comme je disais plus tôt ce matin, il va y avoir une quarantaine de lits supplémentaires au YMCA, en plus d'une halte chaleur dans le secteur,
une brigade de cohabitation et des services de navette. Donc, tout ça s'implante dans les prochains jours et on a tous travaillé là, de façon très, très proche des différents organismes communautaires. Puis je tiens à remercier, on a 4 extraordinaires organismes qui travaillent sur l'itinérance dans l'arrondissement, soit le Cap Saint-Barnabé, CARE, l'Anonyme et Dopamine sont vraiment 4 organismes qui rendent des services extraordinaires et notre collaboration avec eux est très, très bonne. Pour ce qui est de la fermeture de la rue, nous n'y sommes pas entre le Square des Airies et le campement Notre-Dame actuel, nous n'y sommes pas favorables. On ne souhaite pas voir étendre le campement Notre-Dame. On souhaite encourager le plus possible les campeurs à aller vers l'hôtel de la Place du Puy. Et il faut garder en tête que les gens qui habitent dans le secteur vivent aussi des nuisances, vivent aussi des enjeux. La cohabitation n'est pas toujours facile, donc on ne serait pas favorable à un élargissement du campement Notre-Dame. Mais merci beaucoup, Madame Reboledo, de votre question et de votre intérêt pour cette cause très importante. Question maintenant de M. Martin Lanoux. Bonjour. Notre maison ayant malheureusement passé au feu en juin dernier, nous voulons savoir pourquoi il est si long et complexe d'avoir des réponses rapides et un accompagnement pour nous aider dans l'obtention d'un permis de démolition-construction et pourquoi n'existe-t-il pas un programme favorisant des délais plus rapides et impliquant moins de bureaucratie pour des citoyens sinistrés comme nous. Oui, donc c'est un dossier très spécifique. Je passerai la parole à notre direction aménagement urbain, services aux entreprises, M. Pierre-Paul Savignac. Oui, merci, M. Lanoux, pour cette question. Merci, M. le maire. Écoutez, c'est effectivement c'est une situation difficile dans laquelle vous êtes. On comprend totalement. Par ailleurs, la construction d'un immeuble, c'est quelque chose qui reste toutefois complexe. Vous mentionnez là pourquoi on n'aurait pas de programme particulier pour votre situation. On ne peut pas avoir malheureusement 2 réglementations, là, une pour les bâtiments incendiés. Il pourrait y avoir plusieurs cas particuliers. On a une seule réglementation et c'est notre responsabilité de s'assurer que chacun des projets la respecte. Toutefois, on comprend encore une fois là, très bien la situation difficile, voire tragique, dans laquelle une famille peut être après un incendie comme celui-là, et vous pouvez compter sur notre collaboration, bien évidemment, pour trouver des solutions s'il y a un impasse dans le dossier. Là, maintenant, je ne connais pas le détail de chacun des dossiers, mais je m'engage auprès de vous à valider avec l'équipe et à vous revenir très rapidement cette semaine. Et au besoin, on pourra se rencontrer pour aplanir toute difficulté, puis faire en sorte que le permis puisse être émis dans les meilleurs délais. Ça, vous pouvez compter sur notre entière collaboration. Donc, on va se reparler, M. Lanoux. Oui, monsieur, je suis entièrement d'accord avec M. Savignac. Là, on veut toujours s'assurer d'offrir le meilleur service aux citoyens. Malheureusement, dans votre cas, il y a encore des documents qu'on a reçus que la semaine dernière, là, donc on veut le régler le plus rapidement possible. Et on le sait, c'est pas toujours facile au permis, il y a toujours des fois un petit peu de la paperasse. On est toujours en train de réviser nos services. Entre autres, on offre le service de permis en ligne. On souhaite constamment réduire tout ce qui peut être de la paperasse inutile pour rendre nos services le plus rapidement possible. Et on est au fait de votre dossier, M. Lanoux, donc on veut le voir aboutir le plus rapidement possible. M. Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Oui, question de M. Gilles Vaillancourt. La COVID-19 a augmenté de façon spectaculaire la fréquentation du parc Thomas Chappet. De très nombreux visiteurs ne respectent pas les pratiques permettant de maintenir la qualité écologique de ce milieu naturel reconnu. Le comité citoyen a noté une multiplication des sentiers anarchiques, un élargissement des sentiers principaux, un piétinement de secteurs où pousse la précieuse flore printanière et de nouveaux amoncellements de bois. En conséquence, le comité citoyen du parc Thomas Chappet considère urgent que l'arrondissement MHM prenne toutes les mesures nécessaires afin de, premièrement, gérer la centaine de tas de branches, deuxièmement, limiter le nombre de sentiers, troisièmement, procéder au déracinement des gros plants de nerfs bruns cathartiques. Pour ce faire, serait-il possible de planifier une rencontre dès que possible afin de discuter de ces sujets? Oui, bonjour Monsieur Vaillancourt. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous
place pas, malheureusement. Je ne sais pas si vous faites, si on s'est déjà rencontré là, avec le comité citoyen du parc Thomas Chappelle. Là, si oui, je suis sincèrement désolé, ma mémoire fait défaut. Écoutez, on a une excellente collaboration avec le comité citoyen du parc Thomas Chappelle. Lors de notre dernière rencontre en début d'année, ils nous avaient fait la demande là, que le parc obtienne un statut particulier, et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de changer de notre réglementation pour pouvoir zoner nos espaces verts et mieux protéger nos espaces tels que le parc Thomas Chappelle. On est déjà en collaboration là, pour collaborer pour le déracinement du nerf brun cathartique. Généralement, la communication entre votre organisation et nos travaux publics est excellente. On est conscient des enjeux de tas de branches. Je pense qu'il y aurait peut-être des éléments de communication, est-ce qu'on pourrait clarifier la chose aux citoyens? En effet, si on est prêt à travailler là-dessus. Et pour ce qui est de limiter le nombre de sentiers, c'est une vraie problématique, je la comprends. Malheureusement, on ne peut pas être sur le site constamment. On peut peut-être donc travailler à une campagne de communication pour s'assurer que les utilisateurs du parc Thomas Chappelle comprennent les impacts que peut avoir faire des différents nouveaux sentiers, des impacts écologiques d'une telle pratique qu'on ne veut absolument pas que les gens fassent, tout comme on ne veut pas que les gens créent des tas de branches. Donc, on peut se rencontrer. Vous n'avez pas besoin de passer par la campagne de la séance de conseil d'arrondissement. Simplement nous contacter. On va organiser une rencontre avec grand plaisir avec votre organisation qu'on apprécie beaucoup. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Donc, maintenant, une dernière question qui revient à Mme Christina Robert-Damiens. Concernant l'habitation du 2805 rue de Bruxelles qui a passé au feu le 18 juin 2020, je voudrais savoir pourquoi cela prend autant de temps pour eux comme pour nous, le voisinage. Car depuis, il y a des curieux qui s'y arrêtent. On a un peu peur que la vermine s'y installe, ainsi que des squatteurs. De plus le temps passe et plus nous craignons d'avoir les travaux et le bruit tout le printemps et l'été prochain, alors que nous avons eu l'odeur de cramer tout l'été et c'était fort désagréable par moments. Donc, les choses pourraient-elles aller plus vite pour que cette famille puisse revenir vivre dans son foyer et que nous ayons une vision plus jolie dans notre quartier qui a des allures d'Halloween depuis presque 6 mois. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame Damiens. Écoutez, on veut régler le problème le plus rapidement possible. On en a parlé tantôt. Il y a 2 questions. Donc, le plus rapidement possible qu'on va pouvoir régler le problème, on va le faire. Malheureusement, on est quand même contraint par certaines lois, mais lorsqu'on peut alléger nos processus, on le fait avec grand plaisir. Donc, le processus suit son cours et M. Savignac, tantôt, s'est proposé de garder contact avec vous pour s'assurer que le processus ait lieu dans le plus court laps de temps possible. Donc, merci beaucoup pour votre question. C'était la dernière question, M. le maire. Merci, M. Villandré. Donc, c'est vrai, après seulement 26 questions, ça... Donc, écoutez, cela termine la période de questions. On n'a pas pu lire toutes les questions qui ont été envoyées à l'arrondissement. Nous avons limité le nombre de questions sur le même sujet au nombre de 3, tel qui est prévu dans notre règlement de régie interne. Et je tiens simplement à souligner là, que aux personnes suivantes que oui, nous avons bien reçu vos questions, mais nous n'avons pas pu les lire parce qu'on avait déjà répondu à 3 autres questions sur le même sujet. Donc, Madame Manon Clavet, Madame Christine Paquette, Madame Lucie Turcotte, Monsieur Pierre Ouimet, je vous remercie d'avoir posé vos questions et vous pouvez nous écrire par courriel aussi pour
si vous voulez comme poursuivre la discussion avec nous, ça va nous faire un grand plaisir. On a aussi certains citoyens là, qui avaient écrit plus d'une question, qui ont envoyé plus d'une question dans le formulaire. Malheureusement, dans le formulaire, lorsqu'on l'envoie, c'est écrit clairement que c'est une seule envoi par citoyen. Donc, cela termine notre période de questions pour ce soir. Je remercie tous les citoyens qui ont posé des questions. Je cède maintenant la parole à Madame Tocheva pour la suite de la séance. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, on passe au point 10.06. Approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du conseil d'arrondissement tenu le 5 octobre 2020. Je propose appuyé par Monsieur Caldwell. 10.07. Déposer le rapport de consultation écrite tenu du 14 au 28 octobre 2020. Déposé. 20.01. Approuver la convention addenda entre la Ville de Montréal et la Société de développement commercial Hochelaga Maisonneuve en ajoutant une contribution financière de 25 000 $ pour la réalisation d'une campagne de sociofinancement au profit des citoyens, des commerçants et d'organismes de bienfaisance locaux. Je propose appuyer par M. Eric Allan Caldwell. Et pour les points suivants, je propose, appuyé par l'ensemble des membres du Conseil, de réunir pour adoption les points 20.02 à 20.07 par groupe, 20.02 à 20.17 par groupe de 5, conformément à l'article 14.1 de notre règlement de régie interne, ce qui nous amène au point 30.01 ensuite. 30.01. Accepté en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec, l'offre de service du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, de prendre en charge à compter du 1er janvier 2021 la coordination du sport régional ainsi que la gestion des conventions de partenariat relatives au programme de soutien aux associations sportives régionales, des réservations de terrains sportifs extérieurs et de l'entente du bail de l'espace du 8110 boulevard Saint-Michel dédié aux associations sportives régionales. Je propose appuyé par Mme Miron. 40.01. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessarblay, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Hochelaga Maisonneuve pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Il y a une résolution aussi, adoption de projet de règlement. Vous le proposez? Oui, appuyé par M. Caldwell. Merci beaucoup. 40.02. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessarblay, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement sur la taxe relative aux services, exercice financier 2021, à compter du 1er janvier 2021, imposant une taxe à tous les immeubles de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Il faut adopter un projet de règlement aussi. Je propose d'appuyer par Mme Miron. Merci beaucoup. 40.03. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessarblay, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement sur les tarifs, exercice financier 2021. Il faut... Oui, je propose d'appuyer par Mme Lavigne-Lalonde. Merci. 40.04. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessarblay, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve concernant la construction de mezzanines dans le secteur Louis H. Lafontaine. Il faut adopter un projet de règlement aussi. Je propose d'appuyer par Mme Lavigne-Lalonde, 40.05. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 5 928 000 $ en fait de financer la réalisation des travaux d'aménagement de parcs, de berges, de terrains de jeux et des espaces verts. Je propose d'appuyer par Mme Boivin-Roy, 40.06. Adopter le règlement autorisant un emprunt de
4 037 000 $ afin de financer la réalisation des travaux de réfection routière, d'éclairage et de signalisation. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.07. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 3 222 000 $ afin de financer la réalisation de mesures d'apaisement de la circulation. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.08. Adopter un règlement autorisant un emprunt de 10 925 000 $ afin de financer la réalisation des travaux de protection d'immeubles. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.09. Adopter le règlement autorisant un emprunt de 1 250 000 $ afin de financer l'acquisition de petits équipements, de livres et d'équipements d'informatique. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.10. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin d'ajuster le zonage dans le secteur de la rue Hochelaga dans Tétroville. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.11. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve visant à remplacer la catégorie d'usage E11, espace et lieu public, par la catégorie d'usage E.12, espace naturel, dans la zone de 0261 Parc Thomas Chappé et dans la partie de la zone 0001 située au nord de la rue Bélanger, Parc du Boisé Jean Millot. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.12. Demander au Conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, un règlement autorisant la construction et l'occupation d'une résidence pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 4 115 607. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.13. Autoriser et ratifier l'occupation du domaine public pour divers événements et dicter des ordonnances permettant la fermeture de rues, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la consommation et la vente de nourriture et de boissons alcooliques ou non, ainsi que la vente d'articles promotionnels reliés aux événements. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.14. Et dicter une ordonnance visant à instaurer un arrêt obligatoire à l'approche est de l'intersection de l'avenue Souligny et de la rue Joffre. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.15. Et dicter une ordonnance afin de retirer une zone de stationnement interdit de 7h30 à 9h et de 14h30 à 16h30 les jours d'école, excepté les autobus scolaires en face du bâtiment situé au 57-55, 56-55, 75 avenue de Casgrain. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.16. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0290 autorisant la construction d'un immeuble d'habitation au 95-10 rue Notre-Dame-Est. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.17. Accorder une dérogation mineure relative à l'alignement de la construction afin d'autoriser la construction d'un bâtiment situé 93-95 rue de Limolo. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.18. Accepter la somme de 1 296 600 que le propriétaire des lots projetés 6 317 je recommence 6 377 198 et 6 377 184 situés sur le côté nord de la rue Notre-Dame-Est, au sud de l'avenue du Buisson, à l'ouest de l'avenue Mise, doit transmettre à la Ville de Montréal, conformément au règlement sur le lotissement et au règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal à titre de frais de parc. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.19. Approuver les travaux de transformation pour l'immeuble situé au 1505 rue Dixon. Je propose appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.20.
Modifier le secteur S3R 149 par l'agrandissement de la zone de stationnement sur rue réservée aux résidents de la rue Baudouin entre les rues Sherbrooke-Est et de Tech. Excusez-moi, il faut que j'éternue. Ah, au moins j'ai eu le temps de me mettre en sourdine. À vos On souhaits. s'améliore. Je propose, appuyé par Madame Miron, 51.01. Nommer un maire, une mairesse d'arrondissement suppléant pour les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021. Madame Miron, me feriez-vous l'honneur de prendre cette responsabilité? Certainement, Monsieur le maire, avec grand Merci plaisir. Merci beaucoup. Je propose Madame Miron, appuyée par Madame Boivin-Roy. 6001 prendra acte du dépôt du rapport sur l'exercice de pouvoir délégué aux fonctionnaires et employés pour la période de 1er au 30 septembre 2020. 7001, période de questions des membres du Conseil. Oui, Madame Boivin-Roy, vous aimeriez faire un petit commentaire. Ben, petit. Merci. Vous aimeriez Oui, faire oui. un commentaire, je ne veux pas présumer. Mais c'est ce que je vous ai écrit, alors vous avez répété textuellement, donc ça me fait honneur. Mais je veux simplement vous souhaiter une bonne dernière année de mandat. Parce qu'évidemment, on est très, très préoccupé par la pandémie, ce qui est tout à fait normal avec ce qui se passe, mais quand même, le temps file et le temps passe toujours trop vite et on est sur le point d'entamer notre dernière année du mandat. Alors, je nous souhaite à tous une belle continuation, une belle collaboration comme on le fait jusqu'à maintenant dans MHM. Merci. Nous partageons tous vos souhaits, Madame Boivin-Roy. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part des élus? On peut donc passer au point 70.02 pour la levée de la séance. Madame Tocheva, chers élus, tous les membres administratifs du bureau des élus aussi et tous les citoyens et le soutien technique, Monsieur Marceau, merci infiniment tout le monde pour la réussite de la tenue de ce conseil. Je souhaite une excellente soirée à tous.